Bonjour à tous. Donc, en 20 minutes, non, c'est là qu'il faut parler, oui, c'est ça. Je ne peux pas trop bouger. Donc, en 20 minutes, je vais tenter de vous dire ce qui me paraît important à retenir. Vous l'avez dans la petite pochette, enfin le petit dossier de participants. Trois principes et quatre piliers méthodologiques, hein. Donc, on va parler un peu cuisine, si on veut. A priori, quand on parle du dialogue territorial, ça paraît tout simple en fait, hein. Le dialogue, le territoire, on sait ce que c'est. Dialoguer, se mettre à parler avec quelqu'un. Le territoire, tout le monde ici sait à peu près ce que ça veut dire, bon, même si les contours sont parfois un peu vagues. Donc, a priori, le dialogue territorial, ça pose pas de problème. Voilà. Alors, évidemment, le dialogue territorial, dit comme ça, on peut le faire de mille et une manières possibles, chacun au feeling, on peut le faire au feeling. Ce que je vous propose là, c'est une démarche qui est basée sur 12 ans d'expérience, hein, puisque je fais partie d'une petite équipe qui travaille depuis plus de 12 ans dans ce domaine et qui a développé une démarche qui tire son inspiration de plein de sources différentes. On va en voir, vous en verrez peut-être apparaître à certains moments, peu importe, on ne va pas détailler ça maintenant, mais en tout cas, il faut savoir que on est allé piquer des savoir-faire à droite et à gauche, et on les a appliqués, on les a adaptés progressivement au domaine de l'environnement, et en particulier au domaine de l'eau, donc c'est un domaine assez important dans lequel on met en œuvre ce type de démarche, mais pas le seul, hein. Protection de la nature, gestion de la biodiversité, multi-usage de l'espace, etc., etc. Voilà. Mais le domaine de l'eau est un domaine important dans lequel on a déjà mis à l'épreuve et amélioré aussi la démarche que je vais vous proposer. Donc on a travaillé, je dirais même dès le départ, sur l'eau avec l'agence Loire-Bretagne. C'est un des premiers grands projets. C'était à l'époque de la mise en œuvre de la DCE. Puis après, on a travaillé à l'élaboration d'un sage qui n'est pas le moindre, puisque c'est le sage Loire-Amont, c'est-à-dire les sources de la Loire jusqu'aux 100 premiers kilomètres du fleuve. Et puis après, contrat de rivière, et puis après, restauration hydraulique écologique de cours d'eau. Actuellement, moi, je travaille sur une concertation pour l'élaboration d'un plan de gestion des transports solides, d'une grande rivière torrentielle des Hautes-Alpes, etc., etc. Marécage aussi, enfin voilà. Donc beaucoup d'exemples dans lesquels on a petit à petit, je dirais, mis au point, enrichi cette démarche et qui est loin encore d'être, je dirais, quelque chose de définitif, mais plutôt quelque chose qui va demander à être mis à l'épreuve à nouveau, à améliorer, etc., en fonction des expériences des uns et des autres. Alors, donc, je vous disais qu'il y avait trois principes et quatre piliers méthodologiques que je voudrais vous présenter donc, dans ces 20 minutes, dans ces 18 minutes qui restent maintenant. Les trois principes, pratiquement, ils ont été dits par le secrétaire général de la FNAP, je ne me trompe pas, Monsieur Le Turc. J'ai noté ça, c'était déjà une super introduction. Vous avez dit, alors vous avez dit, je remets les trois maintenant, vous avez dit un dialogue territorial, il doit être un dialogue entre toutes les parties. Alors, c'est le troisième point, intègre toutes les parties concernées. Bon, j'ajoute le terme concerné parce que toutes les parties qui sont concernées par l'objet qu'on va traiter. Alors là, mon prédécesseur, dont j'ai un peu oublié le nom, je suis désolé, nous a apporté un enrichissement puisqu'il dit les parties concernées, ça dépend vraiment justement de l'objet qu'on va choisir. Et tu nous proposes d'élargir l'objet, hein, de passer à vraiment un travail de développement territorial, d'aménagement du territoire, ce qui implique la mise en concertation, l'introduction dans le dialogue d'acteurs qui ne sont pas forcément dans une autre considération. Donc, en tout cas, l'idée d'intégrer toutes les parties concernées, de n'exclure personne, c'est vraiment un principe fort. Deuxième principe, alors on va travailler sur le premier, je ne vais pas tout vous dire d'un coup. Alors, premier principe, vise la co-construction de propositions articulées à un processus décisionnel. C'est un peu compliqué. Pourquoi il faut affirmer ça? Le dialogue territorial correspond, si vous voulez, aux deux étages du haut de ce schéma que vous avez peut-être déjà vu, hein. C'est les différents niveaux de participation, avec en bas, on prend une décision, on informe les gens de la décision qu'on a prise. Ensuite, deuxième niveau, on consulte, c'est-à-dire on demande un avis. Et enfin, concertation et négociation, on arrive vraiment à ce qu'on appelle le dialogue territorial, qui aujourd'hui en France, dans le domaine de l'environnement, et surtout au niveau 3, c'est-à-dire le niveau de la concertation. La concertation, mesdames et messieurs, prenez bien soin à ne pas galvauder ce terme, c'est vraiment le fait de co-construire des projets qui vont ensuite, des propositions qui vont ensuite être soumises aux décideurs.
C'est très différent de la consultation, et il y a beaucoup encore de confusion dans ce domaine-là. La consultation, on demande l'avis aux gens sur quelque chose qui a déjà été construit, qui a déjà été préparé. La concertation, on co-construit ensemble une vision commune, comme on appelle un diagnostic partagé, et ensuite on va co-construire des propositions. Donc ça, c'est la concertation. Concertation, négociation, c'est quand on va jusqu'à la codécision, ce qui est assez rare dans le domaine de l'environnement, parce que les instances où on va co-construire, ensuite soumettre leurs propositions aux décideurs, qui sont l'État, les élus, etc. Donc le dialogue territorial, en tout cas, c'est tout ce qui se situe en niveau 3 et 4. Voilà. Alors, je reviens voilà un exemple d'articulation. Ah tiens, il y a quelque chose. Ah non, articulation entre participation. Il manque le entre. C'est pas en, c'est articulation entre participation et décision. Dans un exemple comme un sage, vous avez plusieurs phases. C'est très complexe. Il y a des choses moins complexes, mais tout ce qui est dans les ronds, là, les bulles, ce sont des phases de participation. Alors qui peuvent être de l'ordre de la consultation, on l'a vu, ou de la concertation. L'enquête publique, c'est aussi une forme de consultation. Bref, après chaque phase de participation, et notamment après une phase de concertation, vous avez une décision qui est prise. On est donc très loin, c'est ce que je veux vous dire avec le dialogue territorial, on est très loin de quelque chose qui ressemblerait à un débat d'idées ou un débat où chacun exprime sa position, où on polémique, et ensuite ça s'arrête là et on repart, les organisateurs du débat repartent avec la matière première et vont se débrouiller dans leur coin. Là, le dialogue territorial, ce n'est pas ça. Le dialogue territorial, c'est vraiment construire un processus qui alterne des phases de participation, notamment de concertation, avec des prises de décision qui sont clairement identifiées et sur lesquelles la plus grande transparence est vraiment nécessaire pour que le processus fonctionne bien. Pourquoi la concertation? Vous avez tous entendu parler de concertation alibi, c'est-à-dire des concertations, on fait travailler les gens ensemble et ensuite la décision est prise, ou elle a déjà été prise avant la concertation d'ailleurs, et il n'y a aucun retour qui est fait aux gens qui ont travaillé ensemble. Donc, pour qu'on donne de la substance et de la force au processus de dialogue territorial, il faut vraiment être clair, construire dès le départ cette alternance entre phase de participation et moment de décision, et savoir qui va prendre la décision, que ce soit clair pour tout le monde. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est favoriser l'écoute et la compréhension mutuelle des besoins de chacun. C'est exactement ce qu'a dit Monsieur Le Turc tout à l'heure. Il a dit que le dialogue territorial devait se nourrir de l'expression de différentes visions et de différents besoins, et que c'est bien ça qui peut, on va dire, qui peut faire émerger des solutions innovantes et adaptées à la résolution des problèmes qui sont posés. Donc vous voyez, on est là, trois mots-clés, enfin non deux, trois. L'écoute, donc c'est-à-dire que on dit toujours il faut faire que les gens s'expriment. Mais oui, bien sûr, il faut qu'ils s'expriment. Mais il faut surtout se mettre dans une attitude d'écoute et faire en sorte que l'animateur, en premier, doit être à l'écoute, évidemment, mais il doit instaurer une atmosphère d'écoute mutuelle, de compréhension. On est plutôt dans la compréhension que dans la conviction, dans le fait de convaincre l'autre. C'est plutôt l'idée de comprendre. Et la notion de besoin est absolument essentielle. Vous avez un petit schéma là qui est le schéma des deux triangles que certains connaissent, qui vient du monde de la négociation raisonnée, qui donc vient du monde anglo-saxon, et qui propose de ne pas rester en haut du triangle au niveau des positions, c'est ce qui est affirmé en général quand on commence un dialogue territorial, mais d'aider les parties prenantes à descendre vraiment au niveau de leurs besoins, c'est-à-dire de ce qui leur paraît essentiel. Ce n'est pas sorcier, c'est la question principale, c'est dans le fond, qu'est-ce qui est important pour vous dans cette histoire? Et donc, on va chercher les besoins qui sont cachés derrière les positions. Donc c'est ça c'est vraiment une petite révolution culturelle dans un monde latin qui est très habitué à la polémique, de l'argumentation et de la contre-argumentation. Vous avez un certain nombre de choses qui déclinent ce principe fondamental, se comprendre plutôt que débattre, on peut comprendre l'autre sans être d'accord avec lui, comprendre les besoins puis chercher un accord sur les solutions. Voilà, les besoins d'intérêt particulier. Il y a toute une réflexion aussi sur la notion d'intérêt particulier qui est considérée comme beaucoup, qui est tabou dans notre monde. Et là, on propose une autre vision de la prise en compte des intérêts particuliers. Je ne détaille pas trop. Et je passe au troisième principe. Donc le principe qui est intègre toutes les parties concernées, j'en ai un peu parlé.
avec un petit schéma qui, qui propose d'organiser au départ, avant de mettre en place les instances de dialogue, la participation, le niveau de participation des différents acteurs concernés. Dans ce schéma qui est une cible, vous voyez, avec 4 cercles concentriques, plus on est au centre, plus on est concerné par le problème. Voilà, donc quand vous concevez votre dispositif, vous allez chercher à positionner les différents acteurs en fonction de leur degré de concernement par le problème qui est posé. Mais en tout cas, la question, c'est bien de n'oublier personne et de faire en sorte que chacun trouve la place qui lui convient dans ce dispositif-là. Alors, 3 principes. Il reste 4 piliers méthodologiques. Là, on rentre vraiment, ce que je disais un peu dans la cuisine, mais c'est une cuisine qui se veut gastronomique. Donc, les 4 piliers, les voilà, je vous les dis rapidement. L'élaboration d'un dispositif global adapté, la mise au point d'un déroulement simple, progressif et flexible, la définition d'un cadre de fonctionnement des instances, le choix d'un animateur capable d'adopter une posture neutre. Alors, on va voir rapidement ces 4 points. L'élaboration d'un dispositif adapté, ce n'est pas quelque chose de simple. Hein. Vous voyez qu'est-ce que ça, en 2 minutes, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on conçoit un dispositif adapté de dialogue territorial, ça veut dire qu'on fait des choses avant, on fait des choses pendant, c'est en vert, et on fait des choses après. Il y a un avant, un pendant et après. Après, on peut repartir sur l'avant, le pendant et l'après dans un processus compliqué, mais globalement, il y a une phase de préparation, il y a une phase de déroulement et il y a une phase après d'évaluation, de mise en œuvre, de suivi. Hein, c'est un peu classique. Donc, je ne vais pas détailler comment on prépare. Vous avez dans les verts plutôt 2 choses essentielles à considérer dans un dispositif de dialogue territorial. Vous avez bien sûr le cœur du dialogue, ce sont les instances où on va dialoguer avec classiquement comité de pilotage, groupe thématique, groupe de travail, etc. Et puis on peut avoir d'autres choses suivant les cas. Donc ça, c'est les instances, c'est le cœur du dialogue. C'est là qu'on va dérouler toute une série d'étapes progressives qu'on va voir après. Et puis, en même temps, il y a dans cette grande cercle en haut, le lien qu'on doit maintenir avec un certain nombre d'acteurs particuliers que sont les experts, que sont les décideurs et la population. Évidemment, la population dans son ensemble ne va pas rentrer dans les instances de concertation puisque c'est toujours un nombre limité de personnes. Donc, il faut prévoir tout le temps des choses pour faire l'aller-retour entre les instances de concertation qui ne peuvent permettre la participation qu'à un nombre limité de personnes concernées, avec l'ensemble de ces personnes qui sont touchées par le projet, la gestion de ce bassin versant ou de la gestion de ce captage. Voilà, donc vous avez là les 2 éléments essentiels du dispositif, la conception des instances de dialogue et le lien qu'on doit maintenir avec ces 3, 4, on va dire, pôles particuliers du processus. Alors, pour concevoir ce dispositif, j'utilise des grilles de questions très simples avec le pourquoi, le surquoi, avec qui, comment et après, qui permettent un aide-mémoire pour quand on est là au moment de construire le dispositif de dialogue territorial pour ne rien oublier et notamment évidemment travailler très soigneusement sur les 2 premières lignes parce qu'on se précipite souvent sur le qui, avec qui les participants et les modalités, mais il faut d'abord bien travailler sur les objectifs, sur les résultats attendus, sur l'objet, sur le périmètre. Toutes ces choses-là vont permettre de bien d'avoir des idées claires quand on va lancer les gens dans la concertation. Et puis aussi travailler sur le « et après », ce que je disais tout à l'heure. Qui va prendre la décision une fois qu'on aura fait des propositions? On revient sur le principe de tout à l'heure où il faut bien articuler l'espace de dialogue avec la décision. Je vous disais donc que le 2e pilier, c'était la mise au point d'un déroulement simple, progressif et flexible. Alors, il est schématisé par un espèce de grand fer à cheval ou arc-en-ciel, comme vous voulez, qui reprend ce qu'on a vu tout à l'heure dans les principes de départ, où il était écrit « il faut d'abord chercher à construire une vision commune avant de rechercher des solutions ». C'est une lapalissade, vous me direz. Et pourtant, dans la pratique, ce n'est pas souvent mis en œuvre. C'est-à-dire que l'idée dans ce dialogue territorial, c'est vraiment de prendre le temps d'abord de s'écouter, de se comprendre dans la façon dont on voit les choses et dans les besoins qu'on a par rapport à ce problème. Hein, c'est vraiment ça. Et on ne commence pas à chercher des solutions avant que tout ça se soit bien posé, que ce soit clarifié, qu'il y ait une
reconnaissance mutuelle qui se soit installée. Hein. Il y a vraiment ce mot-là, c'est un mot très important. Je crois qu'on va y revenir avec une petite diapo tout à l'heure. Compréhension et reconnaissance mutuelle. L'esprit qui doit être instauré dans ce dialogue territorial. Après, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous avez en gros une grande phase donc, de diagnostic, ensuite une phase de recherche de solutions et enfin une phase de choix. Hein. Là aussi, on distingue le temps de la recherche ouverte de solutions avec les techniques de créativité dont vous connaissez certaines, le brainstorming, etc., de la phase de choix qui permet là aussi de sortir des sentiers battus. Si on va trop vite dans le choix, avant d'avoir réfléchi aux possibilités, à l'éventail du possible, on risque de tuer l'innovation, de ne pas permettre l'innovation. Troisième pilier, la définition d'un cadre de fonctionnement des instances. Un cadre de fonctionnement. Alors un cadre, vous avez un espace de dialogue, là où les gens se retrouvent. Hein, c'est l'espace, une salle souvent, dont il faut soigner l'organisation spatiale d'ailleurs, la façon de concevoir l'organisation des tables, des chaises, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et pour que cet espace il puisse vivre, comme tout organisme vivant, il a besoin de limites, qui soient des limites, on va dire, perméables. Et vous allez donc, vous, en tant qu'animateur de ce processus, concevoir ces limites, donc concevoir ce cadre. Alors, bon, j'ai imaginé un cadre, c'est 4 côtés, avec d'un côté, le cadre, c'est les objectifs, les objets, les principes du dialogue. De l'autre côté, une notion qui est essentielle en dialogue territorial, c'est les règles de fonctionnement. Quand je parle de règles, là, c'est comment on va travailler ensemble. Quelles sont les règles qu'on va mettre en place pour que ça puisse être constructif. Hein, vous avez, alors dans les principes, je ne l'ai pas rappelé là, mais vous avez un principe de base obligatoire, c'est le principe du respect mutuel. Alors à dire comme ça paraît aussi évident, mais ça vaut mieux de l'affirmer et de le porter en tant qu'animateur, ce respect mutuel, et de faire en sorte que les gens soient bien d'accord que si on se met autour de la table, c'est pour être efficace, pour produire des solutions, et donc ça passe forcément par du respect des uns et des autres. Mais vous avez des règles, par exemple la règle de l'assiduité. Hein, une instance de dialogue territorial, ce n'est pas un moulin. Justement, ce n'est pas un lieu de débat où on rentre un sort quand on a envie, quand on est intéressé, quand on n'est pas intéressé, on repart. Non, quand on s'engage dans un processus de dialogue territorial, on s'engage à participer aux réunions qu'ils vont avoir. Alors, on sait à l'avance qu'il va y en avoir 3, 4, 5, 6, suivant la complexité du sujet. Mais on s'engage du début jusqu'à la fin, parce que sinon, on ne peut pas co-construire. Il y a toute une série de règles comme ça, je vous passe, mais c'est important au départ de construire ces règles. Après, vous avez les étapes, ça c'est classique, l'ordre du jour. Et enfin, vous avez une répartition des tâches. Hein, il y a l'animateur, mais il y a aussi celui qui va rédiger le compte-rendu, il y a celui qui va apporter des connaissances. Donc tout ça, ça doit être posé et clarifié par l'animateur en consultant les parties prenantes, validé par les participants à l'instance de dialogue, et ensuite être respecté. Et c'est un des rôles de l'animateur important que d'être garant de ce cadre et voire de l'adapter au fur et à mesure s'il y a besoin, avec l'accord des participants. Donc ça, c'est le troisième pilier. Il nous reste le quatrième, qui est le choix d'un animateur capable d'adopter une posture neutre. C'est peut-être des 4 piliers le plus original, ou celui qui pose souvent problème quand je fais des formations ou quand je suis en accompagnement, en conseil dans des processus de concertation. C'est cette histoire de neutralité qui trouble beaucoup. Comment moi, qui suis chargé de mission d'une collectivité, je peux être neutre? Non, je ne peux pas être neutre. Ce n'est pas ça que je propose. Ce que je propose, c'est d'adopter, pendant le temps où je suis animateur du dialogue territorial, une posture de neutralité. C'est-à-dire que même si j'appartiens à une partie prenante, on va dire, je vais, pendant le temps de cette animation, me consacrer à faciliter le dialogue entre les gens et à ne pas intervenir sur les débats. Et vous allez voir que ça change tout. Alors ça veut dire que probablement, il faut que j'ai un collègue qui soit aussi dans la collectivité et qui, lui, vienne défendre la vision, les intérêts éventuels de la collectivité dans l'histoire. Mais cette différenciation des postures est super aidante pour pouvoir faciliter ce dialogue, un dialogue constructif. Alors vous avez un petit schéma pour presque terminer de ce que c'est que la neutralité dans le cadre du dialogue territorial avec, c'est une route, hein, avec la voie centrale, c'est vraiment
le fil directeur de la neutralité, c'est faciliter le dialogue et la recherche de solutions par les parties prenantes. C'est la voie principale. Puis après, vous avez les bas-côtés, où de temps en temps, l'animateur peut mordre. Ce n'est pas très grave. Il ne faut pas qu'il roule tout le temps sur les bas-côtés. Mais de temps en temps, il peut se permettre de donner un avis ponctuel. Hein. Il peut se permettre aussi de renforcer la participation d'une partie prenante qui est en position de faiblesse. Alors avec certaines précautions que je ne vais pas détailler maintenant. Voilà, donc il a des bas-côtés sur lesquels il peut mordre. Et puis après, il y a les fossés, dans lesquels, s'il tombe dans le fossé, c'est fini, la médiation enfin, son rôle de médiateur s'arrête. S'il prend parti, par exemple, évidemment, c'est fini, son véhicule est en accident et la médiation s'arrête, enfin, son rôle de médiateur s'arrête. Voilà, donc une petite figuration de la neutralité. Et je termine dans les 20 minutes imparties avec un petit schéma, un peu en guide de boutade, en espérant que vous n'arriviez pas que là quand même, même si c'est peut-être une première étape. Si j'ai bien compris, on ne s'est pas compris. Oui, c'est bien ça. Donc l'ambition du dialogue territorial, c'est bien de comprendre l'autre et pas seulement d'affirmer que si j'ai bien compris, je n'ai rien compris. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous transmettre.